Bonjour à tous, c'est RCF pour vous accompagner, la matinale, il est 8h10. Et alors qu'en ce mois de novembre, on célèbre les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, nous rendons hommage ce matin à une femme qui fit avancer à pas de géant la cause des enfants et des adolescents. Un médecin qui, pour la première fois, considéra l'enfant comme une personne, une aventurière des ondes qui utilisait la radio pour partager ses convictions au plus grand nombre, une femme de cœur qui écouta sans relâche et pendant des années des enfants, des adolescents et bien sûr des parents. Vous avez deviné sans difficulté, ce matin, nous parlons de Françoise Dolto et pour cela, nous recevons sa fille. Catherine Dolto, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin, spécialiste de l'aptonomie. Vous avez écrit de nombreux livres sur les bébés, les petits-enfants et même les ados. Pour les enfants. Et aussi des livres pour les enfants. Vous êtes l'héritière désignée pour tout ce qui concerne l'œuvre de votre mère, Françoise Dolto. Alors, nous vous rencontrons alors que vient de sortir le premier tome d'un roman graphique intitulé L'onde Dolto et qui revient sur l'aventure radiophonique de votre mère, une aventure à laquelle vous avez largement collaboré. Peut-être qu'on va commencer en vous demandant quel était votre rôle dans cette émission. Alors vous étiez étudiante, toute jeune à l'époque, hein? Non, je n'étais pas si jeune que ça, j'étais déjà en médecine, je devais avoir 27, 28 ans. Alors vous avez dit qu'elle était médecin, mais elle était avant tout psychanalyste, oui. C'est en tant que psychanalyste qu'elle a dit. Bien sûr. Alors d'abord ça a été de la décider, parce qu'elle avait été très échaudée par l'aventure sur Europe 1 avec les publicités, etc. Et elle ne voulait plus faire de radio. Et sur Europe 1, j'étais déjà au tri des questions. Donc ça a été de la décider. Et après, ça a été de recevoir toutes les lettres, de les lire, d'organiser chaque émission. C'est-à-dire que je choisissais les thèmes en fonction des lettres. Et on enregistrait une fois par semaine. Et j'arrivais avec 5 chemises. Et dans chaque chemise, il y avait le déroulé de l'émission, la justification de mes choix, les questions, les lettres avec surligné les passages, parce qu'il y avait des lettres de 40 pages. Et, à l'époque, on écrivait de longues lettres encore. Oui, mais c'est ce qu'elle avait voulu, elle a gagné. Elle voulait que les gens écrivent pour que ça mettre leur histoire à distance d'eux et réfléchir. Et puis, il y avait la problématique à dégager pour Jacques Pradel. Et puis voilà. Jacques Pradel, qui était le journaliste qu'on connaît bien et qui animait l'émission. Voilà. Vous avez dit votre premier rôle, ça a été de la décider. Alors, quelles furent les conditions que posa votre mère pour participer à cette émission sur France Inter? Alors justement, que ce soit à propos de lettres. Elle ne voulait plus répondre en direct à des questions comme ça. Elle voulait avoir la possibilité de lire, de réfléchir. Je vois qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. C'était du direct. Enfin non, je veux dire, c'était dans les conditions du direct. Et elle voulait quelque part mettre les gens au travail sur leur histoire. C'est surtout ça. Et puis, le fait que nous pourrions répondre par écrit à tous ceux à qui on ne répondrait pas à l'antenne. Et ça, c'était aussi un énorme travail. On a passé 2 ans à tous les week-ends dicter du courrier. Cette aventure, hein, c'est 1976? Je crois. Oui, ça a duré 2 ans, 76, 70. Voilà. Ans, oui. Alors, le succès va être immédiat. Comment est-ce qu'on l'explique? Je ne sais pas. Il y a des ingrédients. Je pense qu'il y avait un ingrédient d'empathie, de sympathie de la part de Jacques Pradel, qui est quand même un grand homme de radio avec cette voix formidable, et la liberté de ton de ma mère qui... Je pense que les gens n'étaient pas habitués à ce que quelqu'un parle vrai, dise qu'il doutait, qu'il se posait des questions, etc. Je pense qu'il y avait une alchimie entre toute son expérience et quelque part une humilité et une liberté de ton. C'était les 3 choses. Elle renvoyait tout le temps les parents au fait qu'ils savaient très bien des tas de choses. Que c'est aussi. Eux qui possédaient les propres réponses. Et les gens n'étaient pas habitués à ça. Ils étaient habitués à ce que un l'expert machin vienne leur dire voilà ce qu'il faut faire. Et elle disait ben voilà ce que je pense peut-être. Puis quelquefois elle était très très directe aussi. Quelquefois on voit dans la BD il y a des moments je dis écoute tu vas un peu fort là. Le ton, c'est-à-dire que ma mère se rendait pas compte que par exemple pour elle, quand elle parlait d'un problème, toujours c'était le niveau de l'inconscient qui comptait en premier. Et puis par ailleurs, elle intégrait ça quand même dans la vie normale et du conscient. Et puis elle avait une rudesse de ton quelquefois. Elle pouvait être brutale. Elle était de sa génération. Elle était de sa génération et elle avait une façon de parler. Et quelquefois, les gens étaient un peu heurtés. Catherine Dolto, est-ce qu'on peut rappeler comment on considérait les bébés et les enfants avant Françoise Dolto? Ah, oui. Avant Françoise Dolto, les bébés, c'était des tubes digestifs vaguement sophistiqués.
C'est tout. Et tout le monde pensait encore que l'amnésie infantile faisait que les enfants oubliaient tout. Maintenant, on sait que c'est faux. Et donc, ça a été un énorme travail. Moi, les enfants ne souffraient pas avant. Les enfants ne souffraient pas non plus, oui. Ça, c'est l'énorme travail, entre autres, de l'association Sparadrap, qui est magnifique. Parce qu'on n'avait pas trouvé les voies neurologiques de la souffrance. Et c'est incroyable, parce que quand on travaille avec des bébés, c'est vrai que quand ils ont très très mal, ils se taisent, ils se ratatinent sur eux-mêmes. Et donc, il y a eu toute une polémique jusque dans les années 70 au moins, avec un chirurgien anglais qui a opéré une douzaine de bébés sans anesthésie pour vérifier. Alors on les curarisait pour qu'ils ne bougent pas. C'est de la barbarie totale. Donc c'est vrai que quand elle a commencé, parce que tout ce qu'elle dit, elle le disait déjà dès 39-40, c'était complètement choquant. Et maintenant, c'est vrai qu'elle a fait, elle et d'autres bien sûr, mais comme toujours, il y a quelqu'un dont on parle plus que des autres. Mais il y a une génération de psys. Ça avait commencé un peu avec Montessori quand même déjà, mais sur la toute petite enfant, sur le bébé, elle a été pionnière. Il y a toute une génération de gens qui ont poussé pour dire mais non. C'est ça. Elle était reconnue par ses pairs ou c'était compliqué? Le jour de sa thèse, un des médecins lui a dit qu'il avait ri toute la nuit en la lisant tellement c'était ridicule. Elle était, au début, elle sentait le souffre. Et puis peu à peu, quand même, et des émissions, et puis aussi beaucoup de gens l'ont suivi, beaucoup de pédiatres, beaucoup de psys, etc. Beaucoup de gens qui étaient sur le terrain, qui ont compris que c'était vrai. Quand ils l'ont entendu oser dire, ils se sont dit, mais oui, c'est vrai. Et donc, ça a fait bouger. Catherine Dolto, on va revenir à l'émission de radio. Il y a eu des moments particulièrement forts dont vous vous rappelez encore ? Des réponses de votre mère qui ont... Non, je pourrais pas dire parce qu'il y a eu tellement de choses. Mais je peux dire que quand j'écoute les disques, parce que ça existe aussi en disque, en CD, ou que j'ai relu la BD, quelquefois je me dis, qu'est-ce qu'elle va répondre là, alors que j'étais là. Il y a un suspense parce que elle avait une façon de prendre le problème à l'envers ou sur le côté, de façon très... avoir un angle d'attaque très surprenant, même pour moi encore. Et surtout, elle ne répondait pas forcément la même chose à la même question. Alors, les émissions étaient choisies exprès comme ça. Je construisais des émissions en prenant par exemple, je crois qu'il y avait 4 lettres, 3 ou 4, oui, 4, en prenant le même symptôme, 4 pipi au lit, 4 n'importe quoi. Et moi, sachant, parce que c'était mon métier quand même déjà, je travaillais beaucoup avec elle, que c'était en fait 4 causes totalement différentes. Mais le symptôme était le même. Et c'est ça qui était intéressant pour les gens de comprendre, c'est que un symptôme, c'est un signe d'alerte, mais ça peut vouloir dire des choses très, très extraordinairement différentes. Alors, on va être honnête, il y a des auditeurs qui ne vont pas comprendre, qui vont s'insurger. Qu'est-ce qui va poser problème ? Ah oui, c'est ça. Alors, je me souviens plus où il y a dans la BD... j'ai oublié. Oui, bien sûr, il y a des gens qui écrivent, qui sont furieux, évidemment. Vous savez, quand ma mère revenait d'une conférence, elle me disait parfois « Tout le monde a été d'accord avec moi, c'est donc que je n'ai rien dit d'intéressant. » Donc voilà, c'est normal parce que ça choquait. Certaines choses qu'elle disait, mais c'est dommage, je l'ai pas lu hier. Aujourd'hui, alors si on va aujourd'hui... Pour certaines personnes, Catherine Dolto, elle est à l'origine du laisser-aller en éducation, de l'enfant roi, etc. Déjà, on sent dans les premières réponses et dans les propos de certains auditeurs que c'est ça qu'on lui reproche, son manque d'autorité. Alors, il y a 2 choses. Il y a la réalité du fait que ce qu'elle a voulu montrer tout le temps, c'est que l'enfant est beaucoup plus intelligent qu'on croit et qu'il faut toujours faire appel à sa responsabilité plutôt que de le culpabiliser, parce que quand on culpabilise un enfant, tout de suite, il n'écoute plus rien. Le discours pédagogique n'existe plus. Et en plus, souvent, on va le gronder pour quelque chose, alors que son intention était tout à fait différente. Donc, le faire réfléchir, mais elle sanctionnait. Nous, on se faisait punir, etc. C'était pas du tout un laisser-aller, c'était un appel à l'intelligence, au sens éthique de l'enfant, à la maturation de l'enfant. Alors, ça n'a pas été compris comme ça. Et puis maintenant, il y a tout un mouvement de gens qui veulent absolument détruire la psychanalyse. Et quand on veut détruire quelque chose, il faut prendre une tête de pont comme tête de Turc. Donc, c'est Françoise Dolto. Cette histoire est absolument extraordinaire parce que
tous ces gens qui lui font dire... Alors, il y a beaucoup aussi des propos, des phrases totalement outrageantes autour de les relations incestueuses, etc. Tout ça est sorti de son contexte complètement pour dénaturer sa pensée. Et en ce qui concerne l'enfant roi et de tout laisser faire, la plupart des choses qu'on lui prête, soit elle ne les a même pas dites, elle a même dit et écrit le contraire, soit c'est tellement sorti du contexte qu'effectivement, c'est dénaturé et ça lui fait dire ce qu'elle n'a pas dit. Catherine Dolto, qu'est-ce qui fait peur dans l'enseignement de votre mère? Je ne sais pas si on peut parler d'enseignement, mais dans... Alors pour cette chose-là, je ne pense pas que ce soit une histoire de peur. Je pense que c'est une lutte de pouvoir pour avoir le devant de la scène dans tout ce qui est soin des enfants. Alors il y a d'un côté toutes les thérapies comportementalistes qui veulent détruire la psychanalyse. Et c'est ça qui est à l'œuvre dans une histoire comme ça, et parfois on lui fait dire des choses, mais vraiment monstrueuses. C'est triste, c'est comme ça, c'est l'espèce humaine. Alors, dans l'album Un long Dolto, publié au Seuil Delcourt, hein, dont on parle ce matin, on voit aussi toute la partie privée de votre mère. On découvre la mère de famille qu'elle a été avec votre père et puis vos frères. C'était une mère aimante, extraordinaire? Oui. Elle était exactement comme dans ses livres. C'est vrai, voilà. Oui, elle était... Il n'y avait pas la passe-fil et la... Ah, pas du tout, justement. Ah, mais je pense que c'est ça qui a... Les gens sentent. Vous savez, quand vous dites comme vous faites et que vous faites comme vous dites, les gens le sentent et ils y sont sensibles. Parce qu'il y a quelque chose de droit, de loyal. C'est pour ça que c'est triste de l'avoir maintenant aux prises avec une meute qui l'a... Alors, ce qui n'est pas forcément vu dans le livre et pas su, c'est qu'elle était très, très drôle. Elle nous faisait toujours rire. Et surtout, alors elle était très responsabilisante, mais très dédramatisante. Il y avait quand même beaucoup de choses où elle disait, bon, bah, écoute, voilà, c'est une bêtise, c'est une erreur, tu feras mieux la prochaine fois. Maintenant, je veux que tu m'expliques pourquoi tu as fait ça, je veux comprendre. Mais elle était avant tout aimante. Pour vous, pour vous maintenant, comme adulte, qu'est-ce que vous retenez de son enseignement? Ben justement, cette capacité de dédramatiser. Dans les histoires humaines, il y a finalement assez peu de choses qui soient vraiment graves. Beaucoup de choses peuvent s'arranger, beaucoup de choses sont des soucis matériels, et ce qu'il y a entre les gens peut beaucoup plus s'arranger qu'on croit si on est bienveillant, si on écoute, si on est capable de dire bah oui, je me suis trompé, je suis désolé, de s'excuser, etc. Et surtout de s'en sortir par l'humour et de ne pas blesser les gens, mais quand même ne pas se laisser embarquer dans des conflits. Elle n'aimait pas les conflits. Et même dans la famille, simplement quand elle n'était pas contente ou on avait fait quelque chose de mal, vraiment elle le disait clair et fort. Et mon père aussi. Mais bon, une fois que c'était dit, c'était dit. C'est-à-dire qu'on n'était pas... La punition, le moment de la gronderie ne bavait pas sur le reste de la journée. Catherine Dolto, on célèbre ce mois de novembre les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Comment votre mère aurait reçu cette idée de droit de l'enfant? Elle a participé à la réflexion sur la Convention des droits de l'enfant. Moi-même, je suis membre du comité de parrainage, je crois, de l'UNICEF. Évidemment, elle aurait été intéressée. En même temps, c'est toujours compliqué de faire une convention applicable partout et pour tout le monde. Donc là-dessus, elle était un peu prudente. Mais bien sûr qu'elle s'est battue pour ça de façon... ça a été le sens de sa vie, les droits de l'enfant. Et surtout, je dirais plus, le respect de l'autonomie et de l'intelligence de l'enfant. L'enfant est une personne, qu'est-ce que ça veut dire? Alors finalement, ça, elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais dit? Non, ça c'est Toni Lenné qui a dit ça. Elle disait que l'enfant était une personne en devenir, parce qu'une personne, c'est quelqu'un qui est libre de ses actes et de sa pensée, suffisamment informé. Elle disait, le bébé a toute l'intelligence qu'il aura, mais il n'a pas l'expérience, il n'a pas la parole. Donc le bébé est une personne en devenir. Mais elle disait, le bébé est un sujet, c'est-à-dire qu'il est déjà désirant, il est déjà pensant, et se construisant en fonction de chaque seconde de ce qui lui arrive.
C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, le sujet humain, et c'est intéressant de voir que les neurosciences, en fait, c'est les neurosciences qui prouvent qu'elle avait raison. C'est-à-dire que le cerveau de l'enfant, moi je m'occupe beaucoup de vie prénatale, il est actif dans la vie prénatale et énormément dans les tout débuts de vie, et que l'enfant est beaucoup plus capable de penser qu'on croit. Et qu'en même temps, il faut toujours tenir compte du fait qu'il y a un inconscient et qu'il y a une sexualité inconsciente des enfants qui n'est pas du tout ce que fantasment les adultes que ce serait, mais qui a quelque chose du désir qui est à l'œuvre et qui est compliqué parce que ça fait que les enfants, quelquefois, ils engagent chez les grandes personnes du désir aussi. Hein, c'est ça qui est compliqué. Et Catherine Dolto, aujourd'hui, c'est une journée de mobilisation de la jeunesse pour le climat. Comment vous regardez ces jeunes gens qui vont manifester pour la Terre ? Avec immense sympathie et soulagement parce que moi, je suis très, très concernée par ça. Avec Emma Lacloune, on a fait un spectacle qui s'appelle Humains, qui parle que de ça. Je me dis que ça fait longtemps que j'attends que les jeunes se mobilisent. Souvent, je parlais à des jeunes de 15 ans, ils me disaient « mais non, mais c'est pas à nous, on peut rien dire, on peut rien faire ». Ça y est, c'est fini ça. Et voilà, c'est fini et je suis enthousiaste de ça. Catherine Dolto, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle cet album, L'Onde Dolto, c'est publié chez Delcourt et Seuil et vous êtes accompagné par Vidal et Jaraba. Merci beaucoup.